Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a participé ce mardi 30 août 2022 à la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le mouvement des entreprises de France. Occasion pour le chef de l'État béninois de présenter à ce parterre d'entrepreneurs français les opportunités d'affaires et atouts dont dispose le Bénin aujourd'hui grâce aux différentes réformes opérées depuis avril 2016. Adoption de la loi numéro 2022-15 modifiant et complétant la loi numéro 2013-09 du 3 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin. La dite loi a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés, moins une voix contre. Et puis en inter-actualité, à moins de 3 mois de la COP27 en Égypte, les pays africains ont appelé lundi à mettre fin à l'injustice climatique. Le continent est responsable de moins de 4% des émissions mondiales de CO2, mais paie plus de lourds tributs au réchauffement climatique. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision en présence d'une forte délégation du patronat béninois, du président du comité Afrique du MEDEF international et de Lionel Zissou, le président de la République du Bénin. Patrice Talon a participé ce mardi 30 août 2022 à la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le mouvement des entreprises de France. Occasion pour le chef de l'État béninois de présenter à ce parterre d'entrepreneurs français les opportunités d'affaires et les atouts dont dispose le Bénin aujourd'hui grâce aux différentes réformes opérées depuis avril 2016. Patrice Talon a participé ce mardi 30 août 2022 à Paris, en France, à la rencontre des entrepreneurs de France. À cette occasion, le chef d'État béninois a évoqué 3 secrets pour réussir en entreprise. Je veux dire que je partage avec tous ceux qui sont ici les mêmes éléments d'ADN. Nul n'est ici, en tout cas ne peut porter le titre d'entrepreneur ou de patron s'il ne possède les 3 ingrédients essentiels, nécessaires et suffisants. L'ambition, le sérieux et le labeur, acharné, travail. Ce sont ces choses-là qui caractérisent les entrepreneurs. Et quand on les a, il n'y a pas de risque, on va au succès, dans tous les cas. Quand on ne l'a pas, c'est éphémère. Et on ne peut jamais se développer durablement, s'enrichir, si l'un de ces 3 éléments vous manque. Vous avez beau gagner au loto, si vous n'avez pas d'ambition, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné. Si vous n'êtes pas sérieux, ça va s'en aller. Si vous n'êtes pas acharné au travail, pareil. C'est pour dire, pour répondre à votre question, c'est pour dire que ce qui me caractérise personnellement et qui a fait l'objet, vous avez dit tout à l'heure, un entrepreneur qui a eu du succès à la taille du Bénin, oui, mais ce qui m'a caractérisé et qui constitue mon expérience personnelle, ce sont exclusivement ces 3 choses-là. De l'ambition, du sérieux et le labeur. Moi, je ne suis pas un génie et ce n'est pas nécessaire d'être un génie pour se développer dans la vie, pour avoir sa place et même pour s'enrichir. Ce n'est pas nécessaire. Patrice Talon a encouragé ses interlocuteurs à investir dans son pays. Le président béninois a alors mis en avant les avantages de miser sur le Bénin. Il a soutenu que le pays offre des avantages conséquents, par exemple dans le domaine de l'énergie, plus que dans certains pays développés. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux entrepreneurs qui m'entendent, c'est le Bénin a changé. Et ce n'est pas le Bénin seul, beaucoup de pays sont en Afrique, c'est vrai. Il reste encore quelques insuffisances, quelques appréhensions en ce qui concerne un bon nombre d'entre nous, mais cela s'observe. Et investir en Afrique, au-delà de la mauvaise appréciation du risque, aujourd'hui peut paraître plus aisé que ce ne l'était il y a quelque temps, ou même plus aisé que dans beaucoup d'autres pays du monde. Le moment est arrivé. Et mon message tout particulier est celui-ci. Vous permettez que je parle du Bénin.
J'aurais bien voulu parler de l'Afrique. Madame la Première ministre, vous avez dit l'essentiel sur le continent africain. Maintenant, je vais parler un peu du Bénin. Ce que je voulais dire est que ceux qui ne sont pas béninois m'excusent, le Bénin est en train de devenir l'oasis en Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructures portuaires. C'est en cours, mais c'est bien engagé. Aéroportuaires, routières, énergétiques. Investir au Bénin, aujourd'hui, venir investir au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité et avec possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin, aujourd'hui. Face à cela, Patrice Talon invite les entrepreneurs français à ne pas se laisser ravir la vedette par les Asiatiques, suffisamment présents dans la zone industrielle. Aujourd'hui, l'État béninois reste l'investisseur essentiel, parce que nous avons beaucoup de retard à rattraper. Je viens de dire tout à l'heure, en matière d'infrastructures, de l'eau, de l'énergie, du numérique, des infrastructures de communication. C'est en cours. Et nous avons avancé à un rythme effréné et le niveau auquel nous sommes aujourd'hui est très satisfaisant. C'est le moment d'intéresser les investisseurs étrangers à ce qui se passe au Bénin. Les entreprises béninoises, les investisseurs béninois ont fait beaucoup d'efforts et nous avons pratiquement doublé notre PIB en peu de temps. C'est maintenant que nous commençons à observer qu'il y a des intérêts qui se manifestent. Nous avons mis en place une zone économique spéciale dans laquelle, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de Français, mais il y a beaucoup d'Asiatiques, malheureusement. Parce que je suis en France que je dis ça, malheureusement. Nous attendons que, une fois encore, l'Asie ne double pas la France sur ce terrain, parce que moi j'ai un attachement particulier pour la France. Je ne parle que français, je ne parle pas chinois, je ne parle pas anglais, je ne parle aucune autre langue, c'est mon insuffisance, mais je me sens bien quand je suis avec les Français. Donc j'ai un attachement particulier, un peu émotionnel avec la France, et j'attends que les entreprises françaises, les entrepreneurs français viennent constater par leurs yeux ce qui se passe et prennent le risque de venir faire quelque chose, aussi petit soit-il, pour commencer. Pour finir, Patrice Talon a indiqué qu'en matière de souplesse, la législation en matière du travail au Bénin n'a de pareil nulle part. Le ton serein, il avance à ses hôtes qu'il s'agit du fruit de réformes d'envergure qui a nécessité l'accord des partenaires sociaux. Les députés ont enfin adopté la loi numéro 2022-15 modifiant et complétant la loi numéro 2013-09 du 3 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin. La dite loi a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés, moins une voix contre. Reportage Romaric Dossa. Au Bénin, les centres de vote sont désormais réajustés. Cela fait suite à de nouvelles données enregistrées sur le terrain. Il s'agit des centres qui n'ont plus d'existence physique. C'est-à-dire que ce sont des centres consacrés par la loi de 2015, mais qui n'existent plus aujourd'hui sur le terrain. Globalement, il s'agit de ça. Mais en dehors de ça, nous avons un certain nombre de centres qui figurent là. En réalité, les collègues ont porté des amendements qui visent à dire que ce centre de vote existe, mais n'est pas arrimé au bon village ou quartier administratif. Donc, il faut les ramener à leur propre quartier administratif. En dehors de ces centres de vote qui ont été recréés, figurent dans la liste qu'on vient de lire tous les centres qui sont susceptibles de débordement qui ont été pourvus. Certains centres ont été pourvus d'un centre, d'autres de 2 et d'autres encore de 3 centres selon les populations enregistrées dans ces centres-là. Des amendements ont été apportés au cours de cette plénière, laquelle a connu la participation du gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Les résultats ont abouti à la proposition d'une nouvelle loi. Vers la page 17, cases 3 et 4, c'est à Rwandji Gokodji. Il y a un I entre U et A qu'il faut enlever. Alors, EPP, Wegodo, c'est pas Wegodo, mais c'est Wegudo. Au niveau de Dangbo,
Donc à Hosi, c'est plutôt Djigbe Rougon et non Djigbe Rougon. Après la prise en compte des remarques et apports des uns des autres, la loi a été adoptée à l'unanimité des députés. Sous réserve donc de vérifier dans la loi existante ce que nous avons écrit, d'accord, mais ça peut être une copie de la loi existante. Donc si on vérifie et qu'il y a vraiment une nuance, nous allons prendre en compte l'amendement, mais nous irons changer dans notre copie les lois modifiées et ajouter cela comme étant une modification. L'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2022-15 modifiant et complétant la loi numéro 2013-09 du 3 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin à l'unanimité des députés présents représentés moins une voix contre. La loi ainsi votée permettra de disposer de centres de vote avec une existence physique réelle attachée à des localités objectives et comprenant un nombre légal d'électeurs. Les autorités béninoises ont rendu publique la liste des fournitures scolaires au programme pour le compte de l'année scolaire et académique 2022-2023. Selon le calendrier de la programmation des activités pédagogiques sorties par les ministères en charge des 3 ordres de l'éducation, la rentrée prochaine est fixée au 19 septembre. Impression de quelques acteurs dans ce reportage de Romaric Dossa. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2022-2023, le gouvernement béninois rend public un format type de liste des fournitures scolaires. Elle concerne les classes de 6e en terminale, toutes séries confondues. Une première au niveau du système éducatif béninois. Et je vais profiter pour demander au gouvernement à ce qu'il y ait beaucoup de communication autour de cette décision-là. Qu'il y ait beaucoup de communication et que ça soit téléchargé, copié et collé dans les établissements afin que les professeurs puissent vraiment s'en imprégner, les parents d'élèves aussi s'en imprègnent et que ça soit vraiment publié dans nos langues maternelles afin que le citoyen qui est à Kétou, qui est à Roli, qui est au nord, un peu partout dans les coins et recoins du pays puisse savoir à quoi s'en tenir pour que on ne vit plus ce qu'on a l'habitude de vivre. Les protocoles dans les écoles privées surtout, trop de documents, trop de photocopies, ils créent fournitures, ils créent chemises, ils créent habits, ils sont dans les créations jusqu'à tu n'auras même pas le temps de payer même leur contribution. Et ils seront en train de renvoyer régulièrement encore ton enfant. Je vois que cette décision est salutaire et c'est venu à point nommé pour pouvoir vraiment régler ce problème-là que nous sommes en train de subir en tant que parents d'élèves dans le pays. Outre les quantités raisonnables des articles et matériels de travail, les acteurs du système éducatif béninois saluent les réformes imprimées au niveau des ouvrages et livres d'exercices. Nous avons des intellectuels dans notre pays et aussi dans l'Afrique, mais on n'a jamais fait la promotion de ces gens-là. C'est la promotion des je ne sais pas quel nom les donner, où nos vrais génies sont mis de côté. C'est vraiment salutaire que le gouvernement ait fait la promotion Made in Afrique, Made in Bénin. Et je voudrais qu'il aille loin afin de permettre à nos intellectuels qui s'échinent pour faire sortir les livres de vraiment s'en jouir. Et permettre aussi à nos entreprises, à nos imprimeries, à nos vraiment ceux-là qui travaillent dans l'ombre pour que l'éducation au Bénin vraiment retrouve ses lettres de noblesse afin de jouir de ce qu'ils font, afin d'être vraiment valorisés et que nous cessions de faire la promotion tout le temps de l'étranger, que nous quittons
ces sillages-là et rentrer dans notre culture, valoriser notre culture. Notre culture est très très importante. Un pays qui ne connaît pas sa culture, c'est comme un enfant qui n'a pas date de naissance. Pour rappel, la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023 aura lieu selon le calendrier officiel le 19 septembre prochain, sauf une éventuelle modification de dernières heures. Bientôt, la rentrée scolaire pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 au Bénin. Les apprenants ayant obtenu le CEP cette année vont découvrir pour la première fois la vie au collège. Qu'est-ce qui change comparativement au cours primaire et comment accompagner les nouveaux collégiens pour bien réussir la classe de 6e? Nous avons posé la question à un acteur de l'éducation au secondaire. Explication dans ce reportage de Kenneth Egawi et Mathieu Sossou. Le certificat d'études primaires fraîchement obtenu, ils seront des milliers à s'inscrire dans les collèges du Bénin. En classe de CM2 l'année dernière, ces nouveaux collégiens vont découvrir la classe de 6e dès la prochaine rentrée. Mais ici, l'environnement d'apprentissage change. Le collège est plus grand. Ensuite, les dispositions pédagogiques aussi changent. Il aura droit à beaucoup de professeurs. Ce ne serait plus le seul maître du primaire. Et il sera aussi face à une administration qui n'est plus structurée comme c'était le cas. Ce n'est plus comme avant où il va au cours à 8h, il sort à midi pour revenir à 15h, sortir à 17h. Maintenant, il peut aller à 13h, il se lève très tôt à 7h. Donc, et ici maintenant, il faut qu'il puisse monter un peu en psychologie et savoir aussi que il est désormais dans un cadre des grands parce que le collège le prépare déjà à la vie active. Une transition pour l'apprenant entre deux cadres d'études différents et qui nécessite un accompagnement pour vite s'acclimater à l'ambiance du collège. Enseignants et parents, tous ont un rôle important à jouer. Désormais, ce n'est plus le seul maître qui vient et qui déroule les cours. Nous devons les préparer donc à savoir que désormais, ils auront les matières séparément et que chaque matière compte. Ensuite, ces apprenants doivent nécessairement être accompagnés par leurs parents qui connaissent déjà un peu comment cela se passe au secondaire et les habituer à ne plus confondre amusement et études. Puisque s'ils étaient dans un système qui favorisait l'amusement, ici ils sont dans un cadre où tout ce qu'ils font compte. Interrogation surprise, devoir surveiller, notes de conduite, emploi du temps totalement différent de celui du primaire et bien d'autres réalités attendent ces nouveaux collégiens dès cette année. Des détails qui parfois jouent sur le rendement scolaire. Les parents doivent dire aux apprenants désormais, ils seront évalués tous les jours, puisque le professeur peut choisir de faire interrogation à tous ses cours. Et ce ne sont pas les interrogations justement que l'on mesure le suivi de l'enfant. S'il apprend ou s'il n'apprend pas ses cours, c'est les interrogations écrites. Le devoir, lui, vient chaque 2 mois ou bien chaque 1 mois et demi pour parachever tout ça. C'est une forme d'évaluation, disons, sommative, les devoirs surveillés. Donc voilà, donc c'est pas les interrogations, les parents doivent les préparer pour qu'ils savent que désormais, on peut les évaluer à tout moment. Il est recommandé aux enseignants des classes de 6e d'établir une communication avec les parents et d'être attentifs aux difficultés des apprenants. À ces derniers, il est demandé le calme et la sérénité dans le suivi des activités pédagogiques. L'éducateur les rassure d'une bonne intégration et les exhorte à s'adresser aux responsables du collège en cas de difficulté. Les acteurs du système éducatif béninois abordent les dernières semaines de vacances. Les différentes exigences de la rentrée scolaire se pointent donc à l'horizon. Comment donc mettre à profit les quelques jours de repos qui restent pour mieux aborder l'année scolaire? Samson Aholopé, coach en développement personnel, nous en parle. Pour qu'un système éducatif puisse s'équilibrer dans le temps et être productif, je vais plutôt dire, il faut que ça soit apprenant, enseignant, parents quand même s'activent, s'accompagnent, se tiennent pas les mains. Il faut quand même que ce soit des efforts et sacrifices partagés. Déjà aux apprenants, je voudrais dire et attirer leur attention sur le fait que ce n'est plus les vacances et que c'est la rentrée qui s'annonce et qu'ils ne fassent pas une confusion
hein, qui prennent des dispositions, revoient les anciennes notions, relient les cours, pourquoi pas, et se mettre dans la tête, se préparer psychologiquement que c'est parti, hein, encore pour quelques mois. C'est une période à coup terme. À tous les parents, d'abord je dis merci et félicitations d'ailleurs, parce que ce n'est pas facile d'être parent, et surtout l'aspect responsabilité qui doit les incarner et qui d'ailleurs ils assurent, puisque qui est parent est d'abord censé être responsable. C'est une question de niveau de vie. Quel parent n'aurait pas voulu acheter plus tôt les fournitures scolaires et payer même l'école pendant les vacances? Quel parent n'aurait pas voulu si il a les moyens? Vous voyez, on est dans un pays sous-développé et tout le monde n'a pas le même niveau de vie. Du coup, ce que moi je vais juste dire, c'est tout faire pour ne pas être surpris. Hein, et même s'il faut payer la fourniture scolaire échelonnée sur des semaines, il faut le faire pourvu que l'enfant puisse commencer la rentrée avec les fournitures scolaires, parce que ça ne sert à rien de payer la scolarité, envoyer l'enfant à l'école alors qu'il n'a pas les outils qu'il faut pour son instruction, pour son éducation. Aux chers enseignants, que ce soit à divers niveaux bien sûr, je dis aussi félicitations parce que c'est pas facile. C'est pas facile de faire passer un message, d'apprendre aux gens, d'enseigner. C'est pas chose facile, mais ils doivent savoir qu'on peut revoir le contenu du cours à tout moment. Et c'est ça qui fait qu'il y a une actualisation. Il faut actualiser les choses et être toujours au top, évoluer avec le temps. Revoir le contenu des cours, améliorer les choses, revoir les exercices, les applications qu'on donne de revoir, et surtout aux littéraires de continuer par lire et que cela ne soit pas de l'imagination. Qu'on ne passe pas plutôt de l'improvisation, qu'il faut se préparer, parce que pour toute chose, il faut de la préparation. Hors des frontières béninoises à présent, confrontés à une forte baisse de réserves d'eau, les responsables de plusieurs grandes villes marocaines ont mis en place des mesures visant à empêcher l'utilisation incontrôlée de l'eau potable à d'autres fins que la consommation. À Rabat, la capitale, les stations de lavage de voitures ont reçu l'ordre de fermer leurs portes pour réduire le gaspillage de l'eau. Confrontés à une forte baisse des réserves d'eau, les responsables de plusieurs grandes villes marocaines ont mis en place en juillet des mesures visant à empêcher l'utilisation incontrôlée de l'eau potable à d'autres fins que la consommation. À Rabat, la capitale, les stations de lavage de voitures ont reçu l'ordre de fermer leurs portes pour réduire le gaspillage d'eau, des décisions qui ont affecté la vie des habitants de la ville. La décision est très difficile pour moi car j'ai l'habitude de recourir à une station de lavage pour que ma voiture soit propre. Mais maintenant, malgré la vie déjà bien remplie, je suis obligé de nettoyer moi-même ma voiture de temps en temps. Parmi les mesures mises en place en juillet figure l'interdiction de l'utilisation de l'eau potable pour irriguer les espaces verts ou pour laver les routes et les espaces publics. Nous, les habitants, avons pris ces décisions de manière positive et avons essayé de faire passer l'information de base. Il est important de conserver l'eau, une substance de base nécessaire à la vie et quelque chose qui pourrait devenir rare dans 10 ou 20 ans. La baisse des réserves d'eau du Maroc est en partie due au changement climatique. La réduction des précipitations a entraîné une sécheresse qui a elle-même épuisé les masses d'eau. Depuis l'année dernière, les réserves des barrages ont diminué de 80% selon les chiffres du ministère marocain de l'équipement. Aujourd'hui, la situation des réserves d'eau au Maroc est devenue préoccupante, comme c'est le cas dans les pays voisins en raison des conditions du changement climatique et de la rigueur de cet été qui a apporté des températures élevées. Les températures ont atteint leur plus haut niveau à 48 et 49 degrés Celsius dans les régions du sud et de l'est, ce qui a conduit à l'épuisement des grandes flaques d'eau et des grandes réserves d'eau. Le gouvernement prévoit d'agir dans les prochaines années pour éviter une crise de l'eau. L'un de ses objectifs, construire 100 grands barrages, 1000 petits barrages et 20 usines de dessalement de l'eau de mer d'ici 2030.
Andry Rajoelina, le président malgache, a rencontré Emmanuel Macron ce lundi à Paris, mais la question des ressortissants français incarcérés sur l'île n'était pas au centre de discussion. Ils sont donc emprisonnés depuis plus d'1 an, accusés d'avoir préparé un coup d'État à Madagascar. Le président malgache Andry Rajoelina a été reçu lundi à l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron. Il a été question essentiellement du renforcement de la coopération économique entre Madagascar et la France, mais également des sujets sur la sécurité alimentaire, l'écologie et la transition énergétique. L'autonomisation des populations malgaches résidant dans le sud et en proie à la famine figurait aussi au menu des échanges. Mais la question des îles éparses dont la restitution à Madagascar est maintes fois réclamée n'a pas été mentionnée. Les deux présidents n'ont également pas abordé la question des 2 Français reconnus coupables d'avoir voulu assassiner le président malgache. Les 2 hommes ont écopé de peines de 10 et 20 ans de travaux forcés. Leur demande d'annulation de ces condamnations a été rejetée par la Cour de cassation malgache. Paul Rafa Noharana, un franco-malgache ancien conseiller du chef d'État, et Philippe François, ex-colonel de l'armée française reconverti dans les affaires, avaient été arrêtés en juillet 2021. Le comité de soutien de Philippe François a demandé au gouvernement français de protéger ce dernier en demandant son retour en France. Le président angolais sortant João Lourenço a été reconduit pour un second mandat après la victoire de son parti aux législatives avec plus de 51% des suffrages, un chiffre très loin des 71,84% des votes obtenus par ce parti historique en 2012. Le MPLA conserve tout de même la majorité parlementaire. Reportage. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, remporte les élections législatives avec 51,17% des voix. Cette victoire permet à la tête de liste du parti, le président João Lourenço, d'obtenir un second mandat en étant réinvesti aux fonctions de chef de l'État. Le dirigeant a accueilli ce vote de confiance devant des soutiens rassemblés au siège du parti dans la capitale, Luanda. La victoire du MPLA signifie un gouvernement qui assume ses engagements politiques avec courage et responsabilité, un exécutif qui n'a pas peur de rompre avec les pouvoirs en place et d'apporter les changements nécessaires. Le premier parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, totalise 43,95% des voix. Au pouvoir de l'Angola depuis l'indépendance du Portugal en 1975, le MPLA enregistre son plus bas score à des élections législatives. Le parti conserve la majorité absolue au Parlement avec 124 sièges sur 220, mais il perd la majorité des 2/3 qui lui permettaient jusqu'ici de passer des lois sans le soutien d'un autre parti. Alors que l'opposition a contesté les résultats préliminaires annoncés la semaine dernière, les résultats finaux n'ont pas été signés par plusieurs membres de la commission électorale. Les partis ont 72 heures après l'annonce des résultats définitifs pour les contester. La Semaine africaine du climat, l'une des réunions de préparation de la conférence de l'ONU à Sharm el-Sheikh en novembre prochain sur le changement climatique, s'est ouverte lundi à Libreville, la capitale gabonaise, en présence d'un millier de représentants de gouvernements, d'organisations internationales, d'ONG et du secteur privé et de plus de 50 pays africains. L'objectif est notamment de parler d'une voix unique pour l'Afrique à la COP27 et d'y formuler des propositions concrètes à plaider donc à la tribune Ali Bongo Ondimba. La Semaine africaine du climat, l'une des réunions de préparation à la conférence de l'ONU à Sharm el-Sheikh en novembre sur le changement climatique, s'est ouverte lundi à Libreville, la capitale gabonaise, en présence de représentants de gouvernements, d'organisations internationales et d'ONG. L'objectif pour l'Afrique est notamment de parler d'une voix unique et d'y formuler des propositions concrètes, a plaidé Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon. Le Gabon a atteint l'objectif de neutralité carbone fixé par l'accord de Paris. Toutefois, un appui renforcé de nos partenaires permettra à mon pays de faire encore mieux en absorbant plus de 100 millions de tonnes nettes
de dioxyde de carbone chaque année. À moins de 3 mois de la COP27 en Égypte, les pays africains ont appelé à mettre fin à l'injustice climatique. Le continent est responsable de moins de 4% des émissions de CO2. Les désastres climatiques à travers la planète. Et donc aujourd'hui, après l'échec de la COP de Glasgow, la COP 26 qui n'a rien donné du tout, tous les regards sont tournés vers le continent africain. Et je pense que le temps de la justice climatique est venu. Après le rendez-vous de Libreville, les scientifiques se retrouveront à Kinshasa dans une semaine pour la prochaine étape préparative avant la conférence sur le climat prévue en Égypte. C'est terminé pour ce journal sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube également sur le www.speedlinetvbenin.com. Prenez soin de vous, des autres également. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.